On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations Unies à son Excellence Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, je tiens à vous saluer avec émotion en mon nom propre et au nom de ma nation. Je voudrais remercier Madame Espinosa de son travail fructueux au cours de l'année écoulée. Je tiens également à féliciter du fond du cœur Monsieur Mohamed Bandeh, qui assume la présidence de l'Assemblée générale pour la 74e session. J'espère sincèrement que cette 74e session de l'Assemblée générale verra l'avènement de la paix et de la prospérité dans le monde de l'humanité. Notre monde d'aujourd'hui se heurte à de nombreux défis et des souffrances provoquées par l'injustice dans le monde entier. Le grand érudit de notre civilisation, Rumi, a un jour défini la justice comme étant le partage juste entre les personnes des droits et obligations en leur donnant ce à quoi elles ont droit. Il est évident qu'aujourd'hui, ni les droits ni les responsabilités ne sont répartis de façon appropriée. Au contraire, l'injustice engendre l'instabilité, des luttes de pouvoir, des crises, des gaspillages, des troubles. L'organisation où nous sommes rassemblés aujourd'hui a été créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avec pour objectif d'éradiquer les injustices. La communauté internationale perd peu à peu sa capacité à trouver des solutions pérennes aux menaces que représentent le terrorisme, la famine, la misère et les changements climatiques qui menacent notre avenir. Il ne fait aucun doute que l'Assemblée générale a choisi un thème qui arrive à point nommé pour sa 74e session, dynamiser les efforts faits au niveau multilatéral en faveur de l'élimination de la pauvreté, d'une éducation de qualité, de l'action climatique et de l'inclusion. Mais surtout, il nous faut comprendre ce que nous pouvons faire ensemble. Il est inacceptable de voir qu'une partie du monde vit dans le luxe et jouit des avantages de la prospérité, alors que des personnes ailleurs dans le monde sont plongées dans la pauvreté, la misère et l'analphabétisme. Quelle tristesse que de voir qu'une petite minorité chanceuse dans le monde débat de questions telles que la technologie numérique, la robotique, l'intelligence artificielle et l'obésité, alors que plus de 2 milliards de personnes vivent en deçà du seuil de pauvreté, que près d'1 milliard de personnes souffrent de la faim. Nous ne pouvons tourner le dos à la réalité. Si nous ne sommes pas tous en sécurité, nul ne sera en sécurité. Pendant des années, depuis cette même tribune, j'ai affirmé qu'on ne peut pas laisser le sort de l'humanité entre les mains d'une poignée de pays. Aujourd'hui, une fois de plus, je le dis, le monde est plus grand que 5 pays. L'heure est venue de changer notre mentalité, nos institutions, notre organisation et nos règles. L'inégalité existant entre les États dotés et non dotés de l'arme nucléaire est à elle seule suffisante pour menacer les équilibres mondiaux. Nous sommes préoccupés de voir que les armes de destruction massive sont utilisées comme moyen de pression dans les crises, plutôt que de tendre à leur totale élimination. La possession de la puissance nucléaire devrait soit être interdite
pour tous ou autorisé pour tous. Au nom d'un avenir de paix pour l'humanité, réglons le problème le plus rapidement possible selon le principe de justice. À un moment où 13 personnes perdent la vie chaque minute en raison de la pollution atmosphérique et où le réchauffement climatique menace notre avenir, nous ne pouvons rester indifférents face à ces défis. Il nous faut avant tout renforcer le potentiel et l'efficacité des Nations unies. Il nous faut notamment, et ce sans tarder, lancer les réformes fondamentales ô combien nécessaires, conformément aux principes de justice et d'équité, notamment au Conseil de sécurité. Dans le cadre de sa politique étrangère, la Turquie s'ouvre au reste du monde et essaye de tendre à trouver des solutions justes à nos problèmes. Et ce n'est pas pour rien que la Turquie s'est vue qualifiée de pays le plus généreux en termes d'aide humanitaire, ainsi que le pays accueillant le plus grand nombre de déplacés dans le monde. Le 3e sommet du partenariat Union africaine-Turquie qui se tiendra en Turquie en 2020 représente un autre exemple très concret de ce dévouement, de cette politique profondément humaine qui est la nôtre. J'invite tous les pays présents dans cette salle à appuyer cette politique et initiative que nous avons formulée sur la base des principes de justice, de déontologie et de conscience. Mesdames et messieurs, la Syrie est aujourd'hui devenue un pays qui heurte la conscience collective de l'humanité, un symbole d'injustice. Depuis 2011, le régime et les organisations terroristes, ainsi que les forces les soutenant, ont une politique incessante de crise perpétuelle. Près d'1 million de personnes ont été tuées, 12 millions de personnes ont été déplacées. La moitié de cette population a été contrainte de vivre ailleurs. La crise syrienne doit cesser une fois pour toutes. La Turquie est le pays le plus durement touché par la menace de Daesh. Cette organisation terroriste a pris d'assaut nos frontières, pris pour cible le cœur même de nos villes avec des attentats suicides qui ont tué des centaines de citoyens turcs. La Turquie est le pays qui a infligé le premier coup, le plus redoutable, à Daesh en Syrie. Avec l'opération Bouclier de l'Euphrate, nous avons neutralisé environ 3500 terroristes de Daesh et nous avons ouvert la voie à l'effondrement de cette organisation terroriste en Syrie. Nous sommes également en première ligne des efforts internationaux visant à identifier les terroristes et les combattants étrangers venant du monde entier et qui veulent grossir les rangs de Daesh en imposant des interdictions d'entrée dans notre pays et en organisant les déportations. D'autre part, la Turquie est le pays le plus généreux en termes d'aide humanitaire, compte tenu du ratio entre l'aide humanitaire officielle turque et son PIB. Nous accueillons 5 millions de demandeurs d'asile qui fuient les conflits, la famine et la persécution. En d'autres termes, il y a plus de demandeurs d'asile en Turquie que la population totale de 29 États des États-Unis. 3 600 000 demandeurs d'asile dans notre pays viennent de Syrie. Le nombre de frères et sœurs syriens que nous accueillons dans notre pays dépasse la moitié de la population de New York, de la ville de New York. Nous avons consacré 40 milliards de dollars aux demandeurs d'asile au cours des 8 dernières années. Mais qu'avons-nous eu en retour de la part de l'Union européenne jusqu'ici? Et nous avons reçu, d'ailleurs pas directement dans notre budget national, mais uniquement par le truchement d'organisations internationales. Nous avons reçu des fonds consacrés au Croissant Rouge turc et ce n'était pas plus de 3 milliards d'euros.
365 000 des demandeurs d'asile qui ont cherché refuge dans notre pays sont rentrés dans les zones sécurisées de Syrie. Près de la moitié des réfugiés syriens sont âgés de moins de 18 ans. Le nombre d'enfants syriens nés sur notre territoire atteint 500 000. Non seulement nous leur fournissons un logement, mais aussi des services essentiels, notamment en matière d'éducation, de soins de santé. Malheureusement, le monde et la communauté internationale ont trop vite oublié les victimes qui, en voulant survivre, sont mortes dans les eaux sombres de la mer Méditerranée ou le long des clôtures de sécurité. L'on n'oubliera jamais des bébés comme Aylan, dont les corps sans vie ont échoué sur les côtes. N'oubliez jamais que cela pourrait vous arriver. Il y a tellement de bébés Aylan, il y a des millions de bébés Aylan pour lesquels nous devons agir. C'est une responsabilité que nous devons assumer. Au cours des 8 premiers mois de cette année, nous avons accueilli 32 000 migrants en situation irrégulière. Nous les avons sauvés d'une noyade en mer. Au cours des 8 premiers mois de cette année également, nous avons renvoyé 58 000 migrants en situation irrégulière dans leur pays, à l'exception des Syriens. Et nous accueillons à l'heure actuelle 5 millions de personnes victimes d'oppression et qui ont fui l'oppression. Malheureusement, nous avons été abandonnés dans nos efforts altruistes envers les demandeurs d'asile. En Syrie, il n'y a pas eu de véritable retour dans les régions contrôlées par le régime et les organisations terroristes telles que l'unité de protection du peuple du Parti des travailleurs du Kurdistan et de Daesh. Les zones libérées, sécurisées par la Turquie, sont les seules zones où les Syriens auraient pu revenir. Et aujourd'hui, nous nous heurtons à 3 grands défis à relever alors que l'on essaye de régler la crise humanitaire en Syrie. Premièrement, l'intégrité territoriale et l'unité politique de la Syrie. Pour que cela soit possible, le comité constitutionnel a un rôle clé à jouer. Il doit pouvoir être opérationnel et efficace. Au début de la semaine dernière, nous avons rencontré nos homologues russes et iraniens à Ankara. Et nous sommes parvenus à adopter un mémorandum et atteindre la plupart de nos objectifs. Lorsque l'on trouvera un règlement politique permanent en Syrie, l'intégrité territoriale sera rétablie une fois de plus. La deuxième question très importante est la suivante. Il nous faut faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour éviter un massacre éventuel dans la ville d'Idlib et une vague de migration de près de 4 millions de personnes venant d'Idlib. Le mémorandum qui a été passé avec la Russie à Sochi reste valable malgré certains revers. La Turquie ne peut faire face à un autre flux migratoire. Voilà pourquoi nous attendons de tous les pays du monde entier qu'ils appuient les efforts de la Turquie pour garantir la sécurité et la stabilité à Idlib. Troisièmement, l'élimination de l'organisation terroriste de l'unité de protection du peuple du PKK à l'est de l'Euphrate, qui occupe un quart de la Syrie et qui essaye de se donner une légitimité en s'appelant soi-disant les forces démocratiques syriennes. Nous ne pourrons trouver de solution pérenne au conflit syrien si l'on ne lutte pas contre toutes les organisations terroristes. De la même façon, nos pourparlers avec les États-Unis ont pour but de créer une zone sécurisée en Syrie. Ces pourparlers se poursuivent. Nous voulons créer un couloir de la paix, une profondeur de 30 km et d'une longueur de 480 km, et nous voulons permettre l'installation de 2 millions de Syriens avec le soutien de la communauté internationale. Je voudrais vous montrer une carte. Vous voyez ici la frontière turque et juste en dessous,
vous voyez la zone proposée de sécurité. Si cette zone sécurisée peut être déclarée, nous pourrons réinstaller de 1 à 2 millions de réfugiés. Nous pourrons nous le permettre. Que les États-Unis, les forces de la coalition, la Russie, l'Iran, ensemble, nous pouvons travailler main dans la main, côte à côte, et les réfugiés pourront être réinstallés et échapper aux camps de tentes ou de conteneurs. Nous pourrons prendre toutes les mesures nécessaires ensemble. Ce n'est pas un fardeau que nous pouvons assumer seuls en tant que République de Turquie. Il nous faut prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais. Et si l'on peut élargir cette région jusqu'à la ligne de Deir ez-Zor et Raqqa, l'on pourra passer à 3 millions de Syriens qui reviendront de la Turquie, de l'Europe et d'autres régions du monde pour rentrer dans leur mère patrie. Nous sommes profondément déterminés à concrétiser ce programme. Et nous avons déjà entamé les préparatifs nécessaires. Il nous faut également une conférence internationale qui sera convoquée avec la participation du Liban, de l'Irak, de la Jordanie. Nous accordons également une grande importance au Forum mondial des réfugiés qui se tiendra à Genève en décembre et qui sera coprésidé par la Turquie. Nous sommes d'avis qu'une conférence des bailleurs de fonds peut être organisée sous l'égide des Nations Unies pour appuyer les retours dans les zones sécurisées. Il est nécessaire de garantir la mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations et du Pacte mondial pour les réfugiés adopté l'année dernière aux Nations Unies. Si nous parvenons à créer un environnement de confiance et de stabilité sur la base des principes de légitimité et de justice en Syrie, nous pourrons aider l'Irak à régler le problème de Daesh et du PKK. Je lance un appel à toute la famille des Nations Unies depuis cette salle afin qu'elle prenne des initiatives, afin qu'elle appuie nos efforts en cours pour mettre un terme à la crise humanitaire en Syrie. Mesdames et messieurs, le bassin méditerranéen, outre les tragédies déclenchées par la crise syrienne, à l'instar de la migration irrégulière, se heurte à d'autres problèmes en raison de la situation à l'est du bassin méditerranéen. Malgré les négociations qui durent depuis plus de 50 ans, la question chypriote n'a pas encore été réglée en raison de la position rigide des Chypriotes grecs. Les Chypriotes grecs ont une politique injuste d'imposition qui refuse de partager le pouvoir politique et la prospérité avec les Chypriotes turcs. La Turquie est le garant, en vertu d'un traité international, du peuple chypriote turc avec lequel il a des liens culturels historiques profonds. Et de même, la Grèce et le Royaume-Uni sont des garants. Il est évident que ceux qui affirment pouvoir régler le problème chypriote selon le principe « pas de sécurité, pas de garantie » sont malveillants dès le départ. La Turquie ne ménagera aucun effort jusqu'à parvenir à un règlement à même de garantir la sécurité et les droits du peuple chypriote turc. Nous estimons que les ressources énergétiques dans l'est du bassin méditerranéen représentent une possibilité de coopération si l'on adopte une démarche où tout le monde en sort gagnant. Malgré notre attitude raisonnable, certains pays de la région ont pris des mesures unilatérales et essayent de faire de la question des ressources énergétiques une autre source de conflit. Dans l'est de la Méditerranée, nous sommes déterminés à protéger les droits légitimes et les intérêts de la Turquie et des Chypriotes turcs. Nous continuerons de faire preuve d'ouverture d'esprit vis-à-vis des propositions faisant fond sur la coopération et un partage équitable. Une autre région critique de la Méditerranée est la Libye. Nous nous engageons à garantir la sécurité et la stabilité dans le pays grâce à la création d'un gouvernement démocratique basé sur la volonté libre du peuple. L'émancipation politique et économique de la Libye
allégeront le fardeau de l'Afrique du Nord et de l'Europe. La solution dans ce pays ne peut être trouvée qu'en respectant la liberté de choix du peuple libyen. Les interventions au Yémen et au Qatar ont eu de lourdes conséquences sur le plan tant humanitaire qu'économique. Il nous faut ensemble chercher un règlement immédiat des différends dans la région qui ont ressurgi en raison d'attaques contre les installations pétrolières. Le journaliste Jamal Khashoggi, qui a été brutalement assassiné l'année dernière, est devenu un symbole de ce besoin de justice et d'égalité dans la région. Alors que les tribunaux n'ont pas encore rendu leur décision, nous continuerons de suivre très près l'évolution de la situation, car nous sommes profondément engagés envers ce dossier. Le premier président égyptien démocratiquement élu, Mohamed Morsi, a perdu la vie dans un tribunal de façon assez douteuse. C'est une autre question sur laquelle nous enquêtons. Sa famille n'a pas pu l'enterrer. C'est une plaie béante dans nos cœurs. Ces deux hommes sont devenus le symbole du besoin de justice et d'égalité dans la région. Nous espérons également que les délibérations sur les activités de l'Iran et les menaces qui pèsent sur ce pays seront réglées dans un cadre rationnel. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, les territoires palestiniens sous occupation israélienne sont devenus l'un des lieux les plus injustes qui soient. Si les images d'une Palestinienne innocente assassinée brutalement par les forces de sécurité israéliennes il y a quelques jours seulement ne réveillent pas la conscience du monde, alors nous sommes arrivés au stade où les mots ne suffisent plus. Je me pose la question, qu'en est-il de cette carte d'Israël? Où est Israël? Où commence la terre d'Israël? Où s'arrête-t-elle? Regardez cette carte. Où était Israël en 1947? Où est Israël maintenant? Notamment entre 1949 et 1967. Où était Israël? Où est Israël? Regardez. Ça, c'est 1947, la terre de Palestine. Il n'y a pratiquement pas de présence israélienne sur cette terre. Tout le territoire appartient aux Palestiniens. La carte le montre. Mais en 1947, le plan de répartition est ratifié et la terre palestinienne commence à rétrécir. Israël commence à s'étendre et à partir de 1949 jusqu'en 1967, Israël s'étend, la Palestine rétrécit et aujourd'hui, voilà la situation actuelle. Il semblerait qu'il n'y ait plus aucune présence palestinienne. La totalité du territoire appartient à Israël. Mais est-ce que ça suffit à Israël? Non. Israël veut toujours s'emparer du reste du territoire. Et qu'en est-il du Conseil de sécurité des Nations Unies? Qu'en est-il des Nations Unies? Qu'en est-il des résolutions? Est-ce que ces résolutions sont mises en œuvre? Est-ce qu'elles sont appliquées? Non. Alors posons-nous la question, à quoi servent les Nations Unies? Sous ce toit, nous adoptons des résolutions qui restent dépourvues des faits. Quand pensez-vous que la justice l'emportera? C'est de là que vient la douleur, c'est de là que vient la souffrance. L'actuel gouvernement israélien se livre à ces meurtres, à ces atrocités et s'en prend au statut juridique historique de Jérusalem. Et de la Terre sainte. La Turquie a une position très claire en la matière. La création immédiate d'un État palestinien indépendant, avec un territoire homogène sur la base des frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale est la seule solution.
Tout autre plan de paix ne pourra jamais être juste, équitable et mise en œuvre. Depuis cette tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, je pose la question: où sont les frontières de l'État d'Israël? Est-ce que ce sont les frontières de 1948, les frontières de 1967, ou alors y aurait-il une autre frontière dont nous n'avons pas été informés? Comment est-ce que l'on peut saisir le plateau du Golan et la Cisjordanie, à l'instar des autres territoires palestiniens occupés, sous les yeux du monde, s'ils ne sont pas à l'intérieur des frontières de l'État? Est-ce que l'objectif de l'initiative présentée comme l'accord du siècle est d'éliminer totalement la présence de l'État et du peuple palestinien? Tous les acteurs de la communauté internationale, notamment les Nations unies, devraient apporter un soutien concret au peuple palestinien et aller au-delà de simples promesses. À cet égard, il est absolument essentiel que l'UNRWA continue de mener ses activités de façon efficace. La Turquie se tiendra aux côtés du peuple opprimé de Palestine, comme nous l'avons toujours fait. Il est également essentiel que le Sud-Caucase cesse d'être l'une des zones de conflit et de tension dans le monde au nom d'un avenir pacifique et juste. Il est inacceptable que le Nagorno-Karabakh et sa zone avoisinante, à savoir les territoires de l'Azerbaïdjan, restent occupés malgré toutes les résolutions adoptées en la matière. L'un des problèmes auxquels la communauté internationale ne consacre pas suffisamment d'attention, c'est le conflit au Cachemire qui n'a pas été réglé depuis 72 ans. La stabilité et la prospérité de l'Asie du Sud ne peut être dissociée de la question du Cachemire. Malgré les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies, le Cachemire est encore assiégé. 8 millions de personnes sont prises au piège du Cachemire, ne peuvent pas quitter le territoire. Pour que le peuple du Cachemire puisse parvenir à un avenir plus sûr pour avec leurs voisins du Pakistan et de l'Inde, il est nécessaire de régler le problème grâce au dialogue. Une autre question auquel le monde reste indifférent est la tragédie humanitaire dont pâtissent les Rohingyas. La commission d'enquête indépendante qui a été créée sous l'égide des Nations unies a recensé l'existence d'une tentative génocidaire dans le cadre des atrocités perpétrées dans l'État de Rakhine du Myanmar. La Turquie poursuivra ses initiatives et ses efforts visant à garantir la sécurité et les droits fondamentaux des Rohingyas, ainsi que les activités de secours humanitaire que nous menons depuis le premier jour. Les invasions, les conflits et les activités terroristes qui se poursuivent sans relâche depuis près de 40 ans en Afghanistan ont conduit à de nombreux problèmes au niveau mondial. L'heure est venue de restaurer la paix et la sécurité. Il nous appartient d'assumer nos responsabilités, il nous appartient d'agir. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, l'une des principales menaces qui planent sur la paix et la stabilité mondiale, ce sont les tendances exponentielles au racisme, à la xénophobie et à l'islamophobie. Les musulmans sont les premières victimes de discours de haine, de discrimination, de diffamation et d'atteinte à leurs valeurs sacrées. L'exemple le plus frappant est l'attaque terroriste de mars dernier à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. De même que l'attaque terroriste prenant pour cible les musulmans en Nouvelle-Zélande est inacceptable, les actes terroristes prenant pour cible les chrétiens au Sri Lanka et les juifs aux États-Unis sont inacceptables. Nous devons
agir contre cette maladie. Les politiques populistes cherchent à accumuler les voix en incitant de telles tendances. Les communautés normalisent ces discours de haine sous prétexte de liberté d'expression. Les préjugés, l'ignorance, le sectarisme, les tentatives d'ostraciser les étrangers, les migrants et notamment les musulmans ouvrent la voie à la hausse de ces tendances sordides. Seuls nos efforts concertés viendront à bout de ce fléau. Il est de notre responsabilité fondamentale en tant que dirigeants et dirigeantes d'adopter une position publique d'inclusion, de tolérance pour une fois pour toutes, éradiquer ce fléau. Le secrétaire général des Nations Unies vient de présenter un plan d'action pour préserver les lieux de culte. Il s'agit là d'une initiative des Nations Unies. Et la Turquie, dans le cadre de l'Alliance des civilisations, a participé à cette initiative et nous espérons que le plan d'action permettra de sensibiliser à la question. Et je demande à ce que le 15 mars soit proclamé par les Nations Unies Journée internationale de la solidarité contre l'islamophobie, en sachant que le 15 mars était la date de l'attaque à Christchurch. J'invite également le monde musulman à examiner en profondeur toutes ces questions, notamment les divisions entre les sunnites et les chiites, qui ont représenté un vivier de conflits internes et qui ont servi d'instruments politiques dans ces luttes de pouvoir. Une fois pour toutes, il faut pouvoir régler ces différends. La Turquie hérite du patrimoine collectif des civilisations orientales et occidentales du fait de notre emplacement géographique au cœur même de l'ancien monde. Voilà pourquoi nous nous devons d'assumer les responsabilités, d'être à la hauteur de notre époque. Nous continuerons d'honorer nos responsabilités vis-à-vis de l'humanité alors que nous sommes directement ou indirectement touchés par toutes les crises dont pâtit notre région. Les Nations Unies, notamment un Conseil de sécurité réformé selon les principes de justice, de valeurs morales, pourront insuffler espoir à l'humanité une fois de plus. Nous sommes prêts à appuyer toutes les initiatives allant dans ce sens. Cela étant dit, nous sommes prêts à prendre la présidence de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Voilà pourquoi nous avons désigné pour ce poste très important l'ambassadeur Volkan Bozkır, ancien ministre de l'Union européenne et actuel président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale de Turquie. Il ne fait aucun doute que M. Bozkır, diplomate expérimenté, homme politique, pourra assumer cette responsabilité avec fruit. Je sais que vous le soutiendrez. Istanbul, la plus grande ville en Turquie, accueille actuellement plusieurs agences, organismes régionaux des Nations Unies. Nous voudrions de faire d'Istanbul un centre régional et mondial des Nations Unies. La Banque technologique des Nations Unies pour les pays les moins avancés est devenue opérationnelle à proximité d'Istanbul l'année dernière. Nous saluons également les mesures positives et encourageantes qui ont été prises pour soutenir notre proposition d'accueillir un centre de la jeunesse des Nations Unies à Istanbul. J'en avais fait l'annonce l'année dernière dans cette même tribune. Les membres du groupe d'amis de la médiation des Nations Unies que nous coprésidons sont désormais 59. Nous avons mené cette initiative des Nations Unies au sein de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Organisation de la coopération islamique. Je pense que nous pouvons trouver des solutions justes, équitables à toutes les difficultés mondiales auxquelles nous nous heurtons. Et en conclusion, je vous souhaite une liberté pour tous, la paix pour tous, la prospérité pour tous, la justice pour tous, un avenir dans la paix et la sécurité pour tous. J'espère que les travaux de cette 74e session de l'Assemblée générale seront couronnés de succès. Et je vous salue tous dans le plus grand respect au nom de mon pays et en mon nom propre. Je vous remercie. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président
de la République de Turquie, son Excellence M. Recep Tayyip